bonjour à toutes et tous. Moi, je m'appelle donc Sarah Huyette, je suis chercheure en écologie et en économie agroalimentaire. Avant ça, j'ai également été ouvrière agricole, j'ai été cuisinière, j'ai été nutritionniste. Depuis que j'ai l'âge de travailler, toutes mes expériences professionnelles, puis mes études, et maintenant mes recherches, se concentrent sur notre alimentation, de sa production à sa consommation. Et du coup, je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de leviers qui pourraient nous aider à rendre notre alimentation un peu plus durable. Pourquoi on a besoin de rendre notre alimentation plus durable? Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans une multicrise, pluricrise à l'échelle planétaire, que ce soit le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité, qui sont deux de ces crises majeures. Climat et biodiversité, est-ce que c'est vraiment le même combat? En tout cas, il y a l'IPCC, donc le GIEC en anglais, IPCC, et l'équivalent du GIEC pour la biodiversité qui est l'IPBES, qui ont écrit un rapport conjoint en 2019 pour souligner la nécessité de lutter contre le changement climatique et également de protéger la biodiversité. Le changement climatique, je pense que je vous apprends rien. On est rendu à plus de 1,5 degré par rapport à la période pré-industrielle. En 2020, aujourd'hui, c'est des températures qui n'avaient pas été connues depuis 110 000 ans à l'échelle de la planète, enfin à l'échelle géologique. Si on remonte loin dans l'échelle géologique, les projections du GIEC à 2100, c'est des températures qui sont inconnues depuis 3 à 5 millions d'années. Donc, je vous laisse imaginer le changement de faune et de flore que ça pourrait engendrer. S'il n'y avait que ça encore, ça irait. Au niveau de la biodiversité, enfin l'impact climatique d'abord, c'est quelque chose qui est mondial, donc ce changement qui est vraiment impactant et englobant à l'échelle mondiale, c'est au sommet de l'agenda scientifique actuellement, parce que c'est des temps de retour à l'équilibre qui sont nettement supérieurs aux autres enjeux, comme la biodiversité ou la dépollution de l'eau, par exemple. C'est le climat, si on continue sur climat-biodiversité, le climat, c'est déjà le 3e déterminant de la perte de biodiversité et il est projeté que ça devienne le 1er d'ici 2050. Le climat, il est également au sommet de l'agenda politique. On en entend de plus en plus parler, en bien ou en mal, enfin, en tout cas, on en entend de plus en plus parler et de nombreuses politiques publiques se mettent en place pour essayer d'atténuer et d'anticiper le changement climatique. L'impact climatique de l'alimentation, il est corrélé à la plupart des autres impacts, donc biodiversité, pollution de l'eau aussi. Il ne faut pas amalgamer multicritères et critères. Quand on parle de ça, ce qu'on veut dire, c'est que un des critères, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Un autre critère d'impact environnemental, c'est les atteintes à la biodiversité. Un autre critère, c'est la pollution de l'eau. Donc ça, c'est multicritères. On évalue plusieurs critères d'impact environnemental. Ça ne veut pas dire que tous ces critères doivent être considérés comme équivalents. La biodiversité, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est bien clair dans vos têtes. En tout cas, ce n'est pas forcément bien clair dans les têtes de tous les scientifiques qui travaillent dessus, parce que c'est une définition très vaste. La biodiversité, c'est la variété des formes de vie. Elle peut prendre différentes unités, donc des gènes, des espèces, des traits fonctionnels. Elle peut être mesurée à différentes échelles, donc à l'échelle du gène, d'une population, d'une espèce, d'une communauté, voire d'un écosystème. Et du coup, ces différentes unités, ces différentes échelles rendent la mesure et le suivi de la biodiversité complexe. Et donc, ça complexifie la préservation de la biodiversité, puisqu'on préserve mieux ce qu'on peut mesurer et suivre. On parle principalement en général de nombre d'espèces, de taille des populations et de fonctions écosystémiques. C'est d'ailleurs l'un des principaux bénéfices pour l'humanité de la biodiversité, c'est qu'elle fournit des services écosystémiques très vastes. Donc d'abord, on va avoir des services d'approvisionnement, donc ça va être tout ce qui est prélèvement direct, donc ça peut être simplement produire notre nourriture, par exemple. Ça peut être également des services socio-culturels, comme des apports non matériels. On a par exemple beaucoup d'ethnies en Amazonie pour qui il y a des entités, il y a une vraie spiritualité qui est liée à la biodiversité.
D'autres services, ça va être le support ou le soutien de ceux qui sont nécessaires à la production d'autres services. Donc, par exemple, le cycle des nutriments qui va permettre la production alimentaire, comme le cycle de l'azote, par exemple, ou la photosynthèse ou la formation des sols. Et il y a des services écosystémiques de régulation, comme de la régulation de la qualité de l'air par les forêts, ou même la régulation du climat. C'est joué en partie par la biodiversité. Pourquoi on parle de crise de la biodiversité? Parce qu'on a une augmentation assez fulgurante de l'extinction des espèces. Entre 1500 et 1900, on était à 35 extinctions par siècle. Depuis 1900, on est à 414 extinctions par siècle. Donc, c'est quand même une augmentation de plus de 10, enfin de fois 10, quoi. Plus de fois 10. Au niveau de l'effondrement des populations, donc non seulement on perd des espèces, mais dans chacune des espèces qui restent, on perd des individus. Il y a de moins en moins d'individus dans chaque espèce. On a perdu presque 70% des individus des mammifères sauvages depuis 1970. Donc c'est juste énorme. Et donc on peut parler de sixième extinction de masse, même si les géologues ont dernièrement dit qu'ils n'en avaient pas trouvé de traces géologiques. En tout cas, si on compte en nombre d'espèces et en taille de population, on a vraiment une extinction qui n'a pas été vue depuis des milliers d'années. Quelles sont les causes anthropiques, hein, on ne va pas se mentir. Quel est le rôle des activités humaines dans le réchauffement climatique? Eh bien, les climatologues ont modélisé les températures qu'on observe actuellement. Le modèle, comme vous pouvez le voir en haut, match très bien. Donc, ils arrivent bien à modéliser les températures. Et s'ils enlèvent l'effet des activités anthropiques, il n'y a plus de réchauffement. Ça veut dire que dans leur modèle, 100% du réchauffement climatique est dû aux activités anthropiques. Pour les causes de l'effondrement de la biodiversité, sans surprise, elles sont anthropiques également. On en distingue 5 principales. La destruction des habitats, la surexploitation des ressources, le changement climatique, qui, comme on vient de voir, est lié aux activités anthropiques, les espèces exotiques envahissantes et les pollutions. On a même l'IPBES. Ah oui, non, si on veut classer comme les activités anthropiques sont le facteur qui explique et le réchauffement climatique et la perte de biodiversité actuelle, on peut essayer de classer quelles activités anthropiques ont le plus d'impact. Si on regarde au niveau des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle française, pour un Français moyen, le plus gros poste d'émission, ça va être la voiture. Clairement, j'ai acheté une voiture il y a 6 mois, j'ai doublé mon empreinte carbone. J'en suis consciente. Le deuxième poste de dépense pour un Français moyen, ça va être l'alimentation, avec notamment l'importance de la viande, et notamment de la viande rouge, dans les émissions de gaz à effet de serre. On va ensuite avoir le logement, et notamment pour tout ce qui est consommation énergétique pour le chauffage, notamment, chauffage et eau chaude. Et ensuite, il va y avoir la construction des maisons, par exemple. Et on a également tout ce qui est alloué aux services publics, qui émettent aussi des gaz à effet de serre. Si on regarde pour la biodiversité, cette fois-ci, l'IPBES, donc comme je vous disais, le GIEC de la biodiversité, a classé les différentes menaces. Donc d'abord, la première menace, ça va être le changement d'utilisation des terres, et notamment la déforestation, qui va être la première menace à la biodiversité. Et ensuite, l'utilisation et l'exploitation des ressources naturelles, le changement climatique, la pollution, et en dernier, les espèces invasives. Ce qu'on remarque, c'est l'importance de la consommation de nos systèmes alimentaires dans toutes ces menaces. C'est impliqué dans toutes les menaces sur la biodiversité, ou presque. On a vu sur les GES l'importance que ça avait également. On a donc un impact majeur de la production et de la consommation de notre nourriture
sur ces deux crises, changement climatique et effondrement de la biodiversité. Si on regarde un petit peu plus en détail la part du système alimentaire dans ces impacts environnementaux, on peut voir déjà que 26%, à l'échelle mondiale, 26% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à notre système alimentaire. Un quart. On a 50% de changements, de destruction d'habitat, de changement d'utilisation des terres qui sont liés à l'agriculture. On a 70% des réserves d'eau, des dépenses, enfin de la consommation de l'eau douce au monde qui est réservée à l'agriculture, donc pour l'irrigation. 78% de l'eau polluée, enfin de l'eau eutrophisée. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, l'eutrophisation. C'est quand il y a une surcharge en nitrate et en phosphore dans les eaux, notamment due, par exemple, un bel exemple, c'était les algues vertes en Bretagne, où il y avait beaucoup d'épandage de lisier dans les champs, qui ensuite ruisselaient jusque dans les eaux. Et cet apport massif de nitrate et de phosphate va permettre le développement de micro-organismes, notamment d'algues, qui rend l'eau dangereuse, enfin, impropre à la consommation du moins, voire toxique. On a un chiffre assez impressionnant, c'est 94% de la biomasse de mammifères sur Terre, c'est du bétail. 94%. Et ensuite, un dernier chiffre, c'est 71% de la biomasse de volaille, c'est du poulet qu'on va manger, ou bien pour produire des œufs. C'est énorme. Donc l'alimentation est vraiment une part très importante dans ces deux crises climatiques. Et si on essaye de différencier un petit peu les étapes de production alimentaire qui sont impactantes, donc là, sur le graphique, vous avez différents aliments. Alors, vous voyez peut-être pas très bien de très loin, c'est écrit tout petit, je vais vous les dire. Donc, en haut, le plus impactant, c'est le bœuf, la viande de bœuf. Ensuite, on va avoir l'agneau, le mouton. Ensuite, on va avoir du fromage. Ensuite, on va avoir les vaches laitières, du chocolat, du café, des crevettes, de l'huile de palme, de la viande de porc, de la viande de volaille, etc. On voit déjà que dans les 3-4 premiers, ce sont des produits animaux, et notamment issus du bœuf, des vaches. Et ce qu'on voit, c'est que la plus grande part de leur impact est due à ce qui se passe à la ferme, aux pratiques agricoles qui sont appliquées dans les fermes. En vert, on va avoir le changement d'utilisation des terres. Donc, ça va être par exemple la déforestation en Amazonie pour produire du soja pour nourrir le bœuf bovin, par exemple. Ensuite, on va avoir tout ce qui est fait pour produire la nourriture des animaux. La transformation des produits animaux qui est tout petit, le transport, la distribution et les emballages. Et tout ça, ces 5 parties-là ne représentent qu'une toute petite partie des émissions de gaz à effet de serre dues à la production alimentaire. Ah oui, là, c'était une autre image pour montrer un peu plus visuellement la part dans la biomasse de mammifères, la part du bétail. Donc cette fois-ci, si on inclut les humains, donc on voit qu'il y a 62% de la biomasse de mammifères qui est du bétail, 34% c'est des humains, il reste 4% pour les animaux sauvages, et là-dedans, il y a les éléphants et les baleines. Donc, pèse assez lourd. Après avoir bien plombé l'ambiance, du coup, qu'est-ce qu'on a comme solution pour essayer d'atténuer notre empreinte environnementale et d'adapter nos systèmes? Je vais vous prendre donc 2 exemples que je connais le mieux. Mais il existe de nombreuses politiques environnementales. Au niveau de l'État, ce qu'on peut faire déjà, il existe plusieurs politiques environnementales qu'on peut appliquer. Donc, on va avoir des politiques réglementaires.
avec des instruments économiques sur les prix, comme des taxes quand on pollue trop, ou des subventions quand on pollue moins, ou quand, au contraire, même on peut stocker du carbone, par exemple dans les fermes. Ça peut être des instruments économiques sur la quantité, avec des permis échangeables. On peut échanger des quantités qu'on n'a pas consommées, ou voilà. Louise nous en a très bien parlé la dernière fois. Et on peut avoir aussi également des crédits de compensation, c'est-à-dire qu'on va on va ne pas émettre quelque chose et on va pouvoir vendre cette non-émission à quelqu'un qui a émis quelque chose. On va avoir également des normes, des normes qu'on peut mettre en place, donc des normes de performance. Donc, par exemple, des normes, des limites de seuil de pollution, d'émissions de polluants, de particules fines pour les voitures. Et on va avoir des listes technologiques, comme par exemple la liste des produits phytosanitaires qui sont autorisés sur le territoire européen. Et moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des politiques, ce qu'on appelle informationnelles, donc c'est-à-dire les labels. Donc, qu'est-ce que vous connaissez comme label, par exemple? Quand je vous dis label, ça vous fait penser à quoi? Le label bio, par exemple. Le label bio, par exemple. Il y en a d'autres. Le label rouge. Le label rouge, c'est le plus facile en général. Le blanc cœur. Le blanc cœur, ouais, et en cœur en plus. Il y a aussi tout ce qui est AOP, AOC, donc compter pour l'exemple français de réussite des AOP et AOC. Il y a des IGP également, enfin il y en a d'autres. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, il y en a de plus en plus, des labels. Et une autre politique informationnelle dont je vais vous parler un peu aujourd'hui, c'est l'EcoScore, donc qui va être mis en place prochainement et sur lequel je travaille actuellement. L'affichage alimentaire, si on commence par ça, c'est un bel exemple de ce que pourra être l'EcoScore sur nos emballages alimentaires. Donc le Nutri-Score, par exemple, en France, qui est mis en place depuis quelques années, 4-5 ans, n'est pas le seul qui existe. Il existe différents types d'affichage alimentaire. On a les affichages simplifiés, c'est-à-dire qu'on va simplement, si on prend l'exemple de nutritionnel, simplifier les informations nutritionnelles. On peut avoir un affichage évaluatif avec des couleurs en général pour dire rouge c'est pas bien, vert c'est bien. Et au sein de ces affichages évaluatifs, on va avoir des types feu tricolore, donc avec plusieurs couleurs, un gradient de couleurs du pire au moins pire, on va dire, du mieux au pire. Et ensuite, on va avoir des types avertissements, où là, on n'a pas de gradient de couleur, c'est juste un logo. Là, en l'occurrence, ça veut dire riche en sucre. Et ça, ce sont en gros ce qui marche le mieux dans l'affichage alimentaire. Ce sont des gros logos sur des paquets où il y a marqué riche en sucre, riche en graisse, ou bien au contraire avec les sains. Et donc ça, des gros logos sur les paquets alimentaires qui sont très facilement identifiables et très facilement compréhensibles, c'est ce qui a en général le plus d'effet pour limiter les intentions d'achat des consommateurs. Après, ce genre de feu tricolore comme le Nutri-Score, c'est le plus efficace pour permettre aux consommateurs de classer les produits entre eux. Et donc, l'affichage environnemental va s'inspirer de ça. Et donc, pour calculer l'impact environnemental d'un produit, on va mesurer plusieurs critères. Donc, il y a Valentin Bellassène, pour qui je travaille, qui a développé avec Stefano Arfini, un chercheur italien, une méthode pour évaluer plusieurs critères de performance des produits labellisés. Donc, ils vont regarder des performances économiques, comme le prix, la marge, la part d'export, ou bien un multiplicateur local, c'est-à-dire comment ça va favoriser le commerce local, en gros. Des critères également sociaux, comme est-ce qu'il y a une équité des genres dans ces labels, est-ce qu'il y a un renouvellement générationnel, voilà. Et bien sûr, ce qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, des critères environnementaux, donc comme l'impact carbone ou la pollution de l'eau. Et ce qu'on remarque
pour les labels alimentaires, notamment les AOP et les IGP, c'est que dans tous ces critères, ils surperforment les produits conventionnels dans dans 2 tiers des indicateurs estimés. Surperformer, ça veut dire? Ils font de meilleures performances. D'accord. Donc, c'est-à-dire ils ont une moindre impact environnemental et ils ont de meilleures performances économiques et de meilleures performances sociales. Mais ça, en fait, c'est que les labels, en fait, les mettent en valeur et pas sur les critères environnementaux. C'est ça qu'il faut comprendre. J'ai pas compris. En fait, quand tu dis qu'ils surperforment, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, ça met en valeur des produits qui ne sont pas avec des performances environnementales bonnes. Alors non, ça veut dire que les produits qui sont labellisés ont un moindre impact environnemental en général. Ah, d'accord. Les produits qui sont labellisés rémunèrent mieux leurs producteurs, ont une meilleure équité de genre dans les salariés et dans les producteurs. Donc c'est ça que j'entends par surperformance. C'est peut-être pas un terme qui est... ouais. Ah, moi, j'avais compris qu'ils se vendaient mieux. Ben oui, ça fait ça Oui, aussi, la marge est excellent. plus importante. La marge pour les producteurs est plus importante. Non, je voulais dire que les consommateurs achetaient davantage ces produits. En quantité, labellisés. Oui, ouais. en quantité, oui. Alors de plus en plus, après ça reste quand même moins vendu que les conventionnels, Ah oui, sauf parce pour que les c'est un peu plus cher. Ouais. Après il y a un produit où il y a il y a même deux catégories de produits où il y a énormément de produits labellisés, c'est le vin et le fromage. En France, il y a beaucoup de fromages labellisés. En général, quand vous achetez du Roquefort, il est labellisé. Quand vous achetez du Comté, il est labellisé. Mais ce que vous appelez labellisé, c'est AOC ou... Oui. Pour moi, c'est pas un label, ça garantit l'origine géographique du produit. Mais c'est pas un label comme label rouge bio. C'est un label. C'est un label parce qu'il y a Mais c'est une très bonne remarque parce que c'est pas forcément clair dans l'esprit de tout le monde. Et en fait, c'est un label parce qu'il y a un cahier des charges. Ah oui. C'est-à-dire que la production, pour produire cet aliment, il va y avoir des contraintes spécifiques à respecter pour pouvoir ensuite appeler le produit. Par exemple, si je prends l'exemple du comté, ils n'ont pas le droit de donner d'ensilage de maïs à leurs vaches, par exemple. Ils ont obligation d'avoir un minimum 1 hectare de prairie par vache. Voilà, il y a des obligations très concrètes sur les méthodes de production qui font que l'impact après peut être différent. Et surtout, il faut absolument qu'ils respectent ces conditions, ces contraintes pour pouvoir étiqueter leurs produits comme comté, par exemple, si je reprends l'exemple. Et ça en fait un label. Et c'est le même principe pour le label bio. Donc, il y a un cahier des charges que les producteurs doivent respecter pour marquer bio sur leurs produits. Je peux poser une petite question? Bien sûr. Donc, ça veut dire que si jamais le comté il n'est pas fait, s'il ne respecte pas le cahier des charges, sur le paquet, on ne peut pas avoir marqué comté. C'est ça. Alors ça, exactement le principe. Après, il y a plus ou moins de contrôle suivant les labels. Tout ce qui est label public, donc agriculture biologique, AOP, AOC, IGP, c'est bien contrôlé. Il y a d'autres labels où c'est moins le cas. Il y a moins de contrôle. Si on regarde un peu plus en détail, l'empreinte carbone des produits de qualité ou produits certifiés, pour tout ce qui est AOP, AOC, IGP, il n'y a qu'une seule étude qui a été publiée pour l'instant. Et du coup, on ne trouve pas vraiment de différence avec le conventionnel pour les émissions de gaz à effet de serre. Pour les produits bio, c'est assez controversé encore, mais plus les méthodes pour estimer les émissions de gaz à effet de serre avancent, plus on se rend compte qu'il y aurait quand même un impact positif du bio sur les émissions de gaz à effet de serre comparé à du non-bio. Si on regarde l'impact des régimes bio, c'est-à-dire si vous consommez plus de produits bio chez vous, dans votre panier, là, ça a un impact qui est plus marqué encore. Si tu regardes par rapport au panier moyen, si tu regardes par rapport à la ferme moyenne, ça dépend de ton point de comparaison, en fait. Et ça revient juste parce que si tu as des produits bio qui ont un petit effet en moins, si tu en as beaucoup dans ton panier, forcément.
Par rapport à la biodiversité, ce que je connais le mieux pour l'instant, ce que je connais un peu plus pour l'instant, qu'est-ce qu'on sait? Moi, j'avais marre des animations, du coup, j'avais toutes les réponses à mes questions. Donc, si on prend pour les grandes cultures en agriculture biologique et les grandes cultures en conventionnel, la littérature nous dit que oui, on a un effet positif de l'agriculture biologique sur la biodiversité au champ. Et on compte même entre 20 et 50% d'abondance et de richesse des espèces en plus dans les champs qui sont conduits en agriculture biologique. Ensuite, on peut se demander également, entre une grande culture, une prairie, une forêt, qu'est-ce qui est le plus biodivers? Là où est-ce qu'il y a le plus de biodiversité? Ben, les forêts sont les milieux où il y a le plus de biodiversité. Et donc, indépendant et un des arguments à l'encontre de l'agriculture biologique, c'est qu'il y a moins de rendement. Du coup, il faut plus de surface pour produire la même quantité d'aliments. Du coup, on va déforester, alors que les forêts sont les milieux qui contiennent le plus de biodiversité. Après, en fait, quand on parle des forêts, celles qui ont plus de biodiversité, il y a différents types d'exploitation de forêts ou de prairies ou de cultures. Quels sont les points de comparaison? Parce que dans une forêt monospécifique et une forêt ancienne, par exemple, ça peut être du même niveau, ou une prairie conventionnelle, juste du raigrave, ou une prairie de montagne, c'est pas du tout pareil. Comment on arrive à comparer des choses comme ça qui sont très différentes en termes d'exploitation? Ben, on peut faire des moyennes pour avoir un chiffre. Après, si vous voulez effectivement aller regarder dans le détail, effectivement, peut-être qu'une prairie temporaire, ultra fertilisée ou même un peu de phyto, elle n'est pas beaucoup plus biodiverse que une champ qui est en une association légumineuse céréales. Donc, c'est comme pour tout, on fait des moyennes pour avoir un chiffre, ça permet de comparer. Après, la moyenne, c'est un indicateur qui cache toute une variété de mesures. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, en sciences, on se contente rarement de regarder uniquement les moyennes et on prend ce qu'on appelle l'écart type au moins ou l'intervalle de confiance. Voilà. D'autres indicateurs qui permettent de nous donner une idée de la dispersion des données autour de la moyenne. En tout cas, en moyenne, les forêts, elles contiennent 150% de biodiversité, donc richesse et abondance d'espèces, en plus que les cultures. Et on peut même classer, et ça c'est quand même assez consensuel dans la littérature, hein. On peut quand même classer que les cultures sont moins biodiverses que les prairies, qui sont moins biodiverses que les forêts. Et après, juste, c'est vrai que là, on va rentrer dans le détail, mais par exemple, entre des types de cultures où tu as un labour, des types de cultures où tu n'as pas de labour, entre guillemets, c'est du semi sous couvert. En fait, il y a des gradients qui peuvent être assez énormes, je pense, en dispersion de la quantité de biodiversité. C'est vrai que là, même si je ne remets pas en cause la forêt, prairie, culture, c'est qu'entre deux types de prairies, deux types de cultures, bah, bio, pas bio, en fait, conventionnel et conservation, les ordres pourraient être potentiellement changés entre deux milieux, quoi. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord. Si on prend la dispersion des valeurs pour les prairies et la dispersion des valeurs pour les cultures, il y a un chevauchement. Ouais, c'est ça. Il y a un chevauchement. Mais C'est une moyenne. en moyenne, les prairies sont plus riches en biodiversité que les cultures. Pourquoi je vous parle des labels? En fait, j'aurais dû les mettre avant la vidéo. Pourquoi je vous parle des labels? Parce qu'en fait, ça va être pris en compte dans le calcul de l'éco-score comme octroyant un bonus pour les produits qui seront labellisés. Pour l'instant, c'est parti comme ça. Tous les arbitrages ne sont pas encore finis au niveau ministériel. Donc, je ne peux pas vous dire comment sera calculé exactement l'éco-score pour l'instant. En tout cas, c'est une des pistes qui est envisagée. La proposition initiale de l'ADEME, donc qui est l'Agence pour l'environnement, ne prenait en compte que les émissions de gaz à effet de serre, la pollution de l'eau et la consommation d'eau. Cette proposition, du coup, elle a été retoquée par l'interprofessionnel de l'élevage et de l'agriculture biologique, comme quoi on ne pouvait pas faire un éco-score sans prendre en compte la biodiversité, ce que je suis tout à fait d'accord avec. Mais
Et donc, du coup, la réaction gouvernementale, ça a été de demander une expertise collective. Donc, ils ont réuni l'INRA, l'IFREMER, le Muséum de l'Histoire, Muséum national d'histoire naturelle, pour concocter un rapport. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'une expertise. Que sont les expertises collectives? En fait, c'est ça. C'est quand le ministère, là en l'occurrence, c'est 2 ministères plus l'ADEME, l'Agence de l'environnement, qui ont demandé à une vingtaine de scientifiques qui sont reconnus dans le domaine de l'impact environnemental, de la biodiversité, des écologues, des économistes, de se rassembler pendant 2 ans pour répondre à la question: doit-on prendre en compte la biodiversité dans le calcul de l'éco-score? Et y a-t-il... C'est quand on veut enterrer un sujet, quoi. Non, c'est vraiment... C'est dans la recherche. C'est le temps de la recherche, ouais. Et 2 ans, c'est très court. Ouais, c'est très, très court. Et moi, c'est dans ce cadre-là là, que j'ai été recrutée pour faire ce travail. Donc, répondre à la question de... Enfin, c'est pas doit-on prendre en compte la biodiversité, la question c'est est-ce qu'il y a des différences d'impact, de pratique et d'impact des produits labellisés sur la biodiversité. Et comment je vais faire ça pour estimer s'il y a des différences d'impact des produits certifiés par rapport aux conventionnels sur la diversité? D'abord, je vais estimer les menaces à la biodiversité, c'est-à-dire l'intensité des pratiques. Et je vais considérer principalement 3 pratiques: le travail du sol, la fertilisation azotée et les agents de protection des plantes ou pesticides. Ensuite, une fois que j'aurai estimé l'intensité de ces pratiques, je vais utiliser un indicateur qui va me dire plus on met de fertilisants, plus on met de produits phytosanitaires, plus on travaille le sol, plus on s'éloigne de la naturalité, donc plus on a un impact sur la biodiversité. Ce qui permet d'avoir un indicateur biodiversité, parce que sinon, qu'est-ce qu'on mesure dans la biodiversité? Est-ce que je compte les papillons? Est-ce que je compte les oiseaux? Est-ce que je compte... Voilà. Et déjà, pour effectuer ces mesures, je ne vais pas aller dans les fermes pour compter les papillons, les vers de terre, les oiseaux, les mulots. Je suis toute seule, ou presque. Non, j'ai plein de gens qui travaillent avec moi. Mais on ne peut pas aller dans toutes les fermes de France pour mesurer. Il y a plus de 400 000 exploitations en France, qui ne sont pas toutes labellisées, mais si on veut comparer, il faut aller voir des labellisés et des non labellisés. On ne peut pas aller mesurer tout ça dans les 400 000 exploitations. Donc, pour estimer les pratiques qui sont impliquées dans les fermes, on va se baser sur les statistiques publiques, et notamment les données comptables. Donc, pour les pratiques, pour les cultures, je vais estimer travail du sol, fertilisation, protection des cultures. Pour l'alimentation du bétail, ça se complique un petit peu. Pour le bétail, il faut que j'estime du coup ce qui a été fait dans ces 3 pratiques pour produire l'alimentation du bétail. Quelle part de l'alimentation a été importée également. Si les vaches ou les brebis vont au pré ou si elles restent à l'étable. Et ensuite, je vais pouvoir estimer ce qu'elles rejettent et ce qu'elles produisent. Enfin, voilà, ce qu'on consomme et ce qu'on ne consomme pas. Et donc, pour ça, je vais me baser sur des données comptables. Donc, par exemple, pour estimer le travail du sol, je vais regarder la quantité de gasoil qui est utilisée pour le labour par hectare. Pour la fertilisation, j'ai une donnée sur la quantité d'azote qui est appliquée au champ. Pour les produits de protection des plantes, je vais regarder la valeur monétaire que les exploitations ont dépensé pour acheter des produits phytosanitaires. Et donc, je vais regarder tout ça, ce qui va me donner un impact à l'hectare. Avec les rendements, je vais pouvoir transférer cet impact d'hectare au kilo. Pour la partie animale, je vais donc faire ça pour les aliments qui sont produits sur la ferme, pour les aliments achetés. Les deux, ça me donne une pseudo-ferme qui va me donner un impact du cheptel. Et ensuite, je vais répartir cet impact en fonction de la part. Par exemple, pour un troupeau de vaches laitières, il y en a une partie, 80% du chiffre d'affaires issu de ce troupeau sera créé grâce à la vente du lait. Il y a 20% qui va être créé grâce à la vente de la viande des vaches qui sont réformés. Et donc, on va impacter, si je reprends l'exemple, 80% de l'impact du cheptel au lait.
Et ensuite, on va pouvoir de là calculer un impact au kilo et un impact à l'hectare pour le lait. Ça, c'était pour la définition un petit peu plus technique de mon modèle. En résultat, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, pour les pratiques culturelles, donc pour les grandes cultures, là, on a par exemple le maïs gras en agriculture biologique, le blé tendre en label rouge et le blé tendre en agriculture biologique. C'est le bio qui se démarque du conventionnel. Il y a autant de travail du sol en bio ou en conventionnel ou en label rouge. Il y a beaucoup moins de fertilisation minérale, et ça, c'est dû au cahier des charges, puisque dans le cahier des charges de l'agriculture biologique, il n'y a pas le droit d'utiliser d'engrais minéraux. Par contre, il y a beaucoup plus de fertilisation organique, donc ça va être du fumier, du lisier, etc. Il y a beaucoup moins de produits phytosanitaires, forcément, mais il y a également des rendements moindres. Si on regarde les pratiques d'élevage, et là, je me rends compte que c'est vraiment écrit tout petit. Alors, donc, il y a deux labels en élevage laitier qui se différencient du conventionnel, c'est le label bio et le label comté, enfin les labels franc-comtois, comté, Morbier, Mondor. Ils ont des cahiers des charges très similaires. Et pourquoi ils se distinguent? C'est par rapport à la surface en prairie, et notamment les prairies temporaires. Le bio, c'est en moyenne, enfin même pas en moyenne, quand on compare des fermes comparables, c'est 2 fois plus de surface en prairie temporaire que les conventionnels. Pas de différence significative pour les prairies permanentes. Et ça donne quand même des vaches moins productives, parce que les rendements en litres de lait par vache sont moindres. Oui. S'il y a autant de prairies permanentes et plus de prairies temporaires, Oui. c'est-à-dire que la surface en herbe est plus grande en comté et en bio qu'en conventionnel, c'est ça la différence? Oui, alors les prairies temporaires, on les compte quand même comme des cultures et pas comme aussi biodiverses qu'une prairie, parce qu'elles peuvent être labourées, Oui. elles peuvent être fertilisées, elles peuvent même être... on peut y appliquer des produits phytosanitaires, ce qui n'est pas le cas trop dans les prairies permanentes. On ne met pas de phyto, on met un peu de fumier parfois, mais pas toujours. Et après, la définition de prairie temporaire, c'est qu'il peut être retourné tous les combien de temps? À partir de 5 ans non retournés, on considère qu'elle est permanente. D'accord, ouais, donc ça incite les gens à la retourner avant 5 ans. Ben, s'ils veulent la maintenir en temporaire. Oui, c'est ça. S'ils veulent la maintenir en temporaire, ouais. Pour le comté, en moyenne nationale, c'est plus de prairies permanentes qu'une ferme conventionnelle moyenne en France, qu'un élevage laitier moyen en France. Par contre, si on compare les fermes à comté avec des fermes conventionnelles qui se situent en Franche-Comté en montagne, on ne voit plus cette différence. En fait, les exploitations de montagne en Franche-Comté, elles ont des prairies permanentes, qu'elles soient en comté ou pas. Par contre, celles en comté, elles ont plus de prairies temporaires. Donc, on revient sur les prairies temporaires. Et en fait, ce sur quoi ça joue, les prairies temporaires, c'est sur l'autonomie alimentaire. Ils vont importer moins d'aliments, que ce soit les bio ou comté, ils vont acheter moins de tourteaux de soja, ils vont acheter moins de ensilage de maïs s'il n'y a pas le droit en comté, ils vont acheter moins d'aliments, ils vont plus produire sur leur ferme. C'est-à-dire que la prairie temporaire a été retournée pour produire une céréale pour nourrir les Oui. bestiaux. Ah oui, oui. Donc ça favorise l'autonomie. Voilà, c'est ça. Et en comté, les vaches sont aussi productives, c'est-à-dire qu'on a autant de litres de litres de lait par vache, pardon, qu'en conventionnel. Par contre, elles ont plus d'espace, les vaches. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire sur la PAC, sur la biodiversité? Ça veut dire qu'à l'hectare, le blé tendre en agriculture biologique, je vais vous montrer ce que c'est, pas écrit très bien encore. Le blé tendre en agriculture biologique, il est moins impactant que le blé conventionnel en bio. Pour le maïs en gris, le conventionnel en vert, le bio, il est moins impactant à l'hectare également. Pour le lait, on retrouve du coup ce qu'on a dit. En conventionnel, en gris, en vert,
le bio qui est moins impactant à l'hectare. On retrouve le comté Morbier également, donc entre le conventionnel et le bio, pour les impacts à l'hectare. Mais comme on l'a vu précédemment, il y a des rendements qui sont moindres. Du coup, ça lisse les effets. Quand on regarde à la tonne de produits, on n'a plus de différence significative. Donc, on n'est pas pire. On n'est pas pire, en fait, en bio, quand on regarde à la tonne, mais on est pareil que le conventionnel. Donc, c'est parce qu'on n'intègre pas la pollution par les pesticides, la pollution des ressources des eaux notamment. alors, je n'ai pas pris la pollution des eaux, par contre, j'ai quand même pris les pesticides en compte. Mais ce n'est pas des mesures en fait in situ, c'est des mesures comment dire, chiffrées dans les comptabilités. C'est ce qui fait qu'en fait on a des résultats effectivement qui peuvent être discutés sur l'impact entre guillemets sur le site. Effectivement, si on mesure après dans un champ bio, ce que je disais tout à l'heure, en fait, dans un champ bio par rapport à un conventionnel ou dans un élevage à lait bio par rapport à un conventionnel, peut-être que les différences, c'est peut-être moins lissé que ça. Même si, tout à l'heure, on considère la tonne de carbone aussi, c'est ça, en fait, la tonne de Là, c'est l'impact biodiversité. biodiversité. Ouais, là, c'est l'impact biodiversité. Et je prends en compte, plus on met de pesticides, plus il y a un impact biodiversité. En fait, justement, Et ça, c'est pris en compte, du coup. c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que il y a bien le bio, l'impact sur le sol ou sur la biodiversité en général, c'est pas que sur le sol, tu mets sur la biodiversité en général, c'est bien beaucoup plus faible, mais puisqu'il faut beaucoup plus de surface, au total, au niveau national, c'est équivalent. Et c'est plus au niveau de la surface, mais si on faisait les mesures, on aurait potentiellement des résultats similaires aux tiens. C'est juste, puisqu'il faut plus de place. Ça mangerait de la forêt. Voilà, On veut produire autant. Donc, est-ce qu'on veut produire autant, finalement? C'est ça, finalement. Ça, c'est la question. Par contre, si on prend pour un hectare, on regarde pour un hectare, il y a moins d'impact, mais comme ça produit moins de tonnes de produits, ça relisse les effets à la tonne. Donc oui, peut-être qu'on n'a pas besoin de produire autant, peut-être que toute l'alimentation qui est nécessaire, enfin toutes les cultures qui sont nécessaires pour nourrir le bétail, peut-être qu'on pourrait manger moins de viande, du coup il y aurait moins besoin de culture, du coup on pourrait peut-être tout faire mieux. Après, il y a... Là j'extrapole un peu. Il y a une question sur les rendements. Aujourd'hui, on observe un effondrement des rendements agricoles en conventionnel, notamment, du fait de l'appauvrissement des sols, parce qu'en fait, ils sont moins vivants. Et donc, en fait, cette différence d'impact liée au rendement plus fort au conventionnel, potentiellement, il n'est pas éternel. Oui, et ça, c'est pas pris en compte pour le coup. Ça, mon modèle ne le prend pas en compte. L'impact que va avoir le réchauffement climatique ou l'épuisement du sol, enfin, en gros, on voit bien qu'on atteint un plateau. On met plus en plus d'intrants et on n'arrive pas à augmenter les rendements. Voire même, si on prend les chiffres au Kansas, aux États-Unis, qui est une des premières régions à avoir fait de l'agriculture industrielle, ils ont épuisé tellement leur eau que les rendements de maïs sont retournés au rendement de 1970, des années 70. Ils n'ont plus d'eau, ils n'arrivent plus à irriguer leur maïs et du coup, ils retournent sur des rendements très faibles en mettant beaucoup plus d'intrants. Donc ça, c'est pas pris en compte dans mon modèle. C'est un modèle qui se base sur les données de 2020. Et ça, c'est clairement une limite du modèle. C'est clairement quelque chose que j'aimerais prendre en compte. Mais ça se fait pas comme ça et il faut que je réfléchisse à comment parce que c'est pas forcément bien documenté et ce qui est pas bien documenté c'est quel impact exactement va avoir le réchauffement climatique sur telle ou telle culture, sur le maïs combien ça va faire baisser les rendements, on n'a pas de chiffre exact, enfin, voilà. Donc c'est des estimations à faire et ensuite à inclure dans un modèle comme ça. Qu'on maîtrise mal, c'est l'effet d'effondrement. C'est-à-dire qu'en fait, si ta biodiversité devient trop faible, à un moment donné, ton système peut s'écrouler en termes de production parce qu'il n'y a pas les supports nutritifs, il n'y a pas la vie en fait, nécessaire à ça. Et ça peut être un choc comment dire, je pense, dans la production agricole, qui est entre guillemets peut-être pas mesurable aujourd'hui, qui est difficilement modélisable. Et donc, c'est là où en fait, les indicateurs sont comment dire, à statu quo en fait, entre guillemets, d'une production sur les 10 dernières années, il y a moins de changements climatiques, moins de soucis environnementaux. Les soucis environnementaux étaient les mêmes, par contre, le changement climatique n'était pas forcément à l'intensité des 5 dernières années. Donc, peut-être y avoir des
des impacts, en fait, entre guillemets, sur la valeur des critères, peut-être que tu as pu définir aujourd'hui. Ils peuvent être potentiellement, il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer qu'on n'a pas, dont on n'a pas la maîtrise, peut-être, je sais pas. Sur la biodiversité, tu veux dire les 3 pratiques culturelles que j'ai pris en compte dans mon modèle? Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculture, elle prend la terre comme un support, donc il n'y a pas de vie dedans, à la rigueur, si se fout presque, entre guillemets, en mettant de l'azote et le phosphore Oui. et l'engrais et les pesticides. Ça peut aller jusqu'à. Et en fait, on se rend compte que la matière organique des sols diminue. Et à partir du moment où la matière organique des sols diminue trop, bah, il part des pertes de sol par érosion, il retient moins l'eau, ce qui fait qu'en fait, il devient un support mauvais pour la plante, qui peut être moins résiliente face au changement climatique, aux sécheresses ou aux invasions d'insectes et des choses. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, il peut y avoir un effet de seuil de pauvreté du sol qui est lié à une agriculture conventionnelle, et ça, on ne peut pas trop l'intégrer aujourd'hui, quoi. J'ai l'impression. Bah, pas dans ce modèle-là. Là, ce modèle-là, il n'est pas fait pour l'instant pour comparer la même exploitation à 2 temps T. C'est fait pour comparer Ah oui. différentes exploitations à un temps donné. Donc là, ce dont tu me parles, c'est une évolution, c'est comparer la même exploitation sur 2 temps différents. Là, le modèle que je présente aujourd'hui, c'est pas l'objectif. Ouais, c'est pas l'objectif. Pour le moment, il pourrait être adapté pour faire ça. Mais pour l'instant, ça fait que 8 mois que je travaille dessus. Mais mais effectivement, on pourrait aussi comparer, prendre en compte, bah, ça revient un peu la réponse que j'ai fait à ta remarque précédente, c'est prendre en compte l'impact des pratiques sur les rendements, enfin, voilà, l'influence des pratiques sur l'évolution des rendements. Tu peux avoir un facteur soutenabilité en fait. C'est à quel point, parce que même si ton impact, voilà, même si ton rendement est plus élevé, tu peux avoir un impact justement sur ta capacité en fait à avoir un rendement constant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Voilà, les ça, gens des ressources sont comme ça, par exemple. Bah oui, Ça. c'est ça, ouais. Et Mais du coup, enfin, ouais, ça, c'est pas intégré au modèle, il faut intégrer une dimension temporelle au modèle. Parce que tu peux pas, enfin là, on regarde les pratiques à un temps T. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi savoir, est-ce que ces pratiques, elles ont été appliquées avant pour voir comment ça va influencer l'avenir aussi. Donc, mais c'est un projet, c'est une idée qui me trotte en tête, effectivement. Et ah oui, c'est l'eau. Donc, ce qu'on a montré aussi, c'est que avec notre méthode, à partir des statistiques publiques et des données comptables, il n'y a pas que les données comptables, il y a aussi des statistiques publiques, on arrive à retrouver les pratiques, à estimer les pratiques telles qu'elles sont définies dans les cahiers des charges. On retrouve bien beaucoup moins de phyto dans le bio, on retrouve bien pas de maïs fourrage pour le comté, etc. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que si on veut limiter l'impact sur la biodiversité, ce qui marche le mieux pour les grandes cultures, c'est de limiter l'usage des produits phytosanitaires, puisqu'en fait, il n'y avait pas vraiment de différence au niveau de la quantité totale d'azote qui était apportée aux champs. Donc, c'était plutôt sur les produits phytosanitaires qu'on avait une différence. Et que augmenter la part des prairies en élevage, ça permet également de réduire l'impact à l'hectare des produits fromagers. Et l'autonomie alimentaire aussi, ou pas? Oui, pour le coup, le fait d'augmenter la part des prairies, qu'elle soit temporaire ou permanente, ça augmente l'autonomie alimentaire. Parce que dans un système comme le comté, en fait, pas forcément comté, mais en fait, quand tu as un système bio ou comté, il me semble qu'ils veulent produire des produits complémentaires, des céréales, des choses comme ça, pour le cheptel, mais qui ne viennent pas, donc, un tout autre soja qui viennent de l'étranger. Est-ce que ça a un impact justement sur l'aspect pris en compte? Est-ce que c'est pris en compte dans l'aspect biodiversité? Parce que si tu impactes, si ça apporte du soja, bah, tu sais que tu pètes la forêt tropicale de ces eaux, et donc quelque part, c'est un impact déporté. Ça, alors, on prend en compte le fait que ce soit des aliments concentrés qui viennent d'ailleurs. Après, on prend en compte les pratiques qui sont appliquées sur le soja au temps T du soja, tel qu'il est produit au Brésil. Donc, on ne prend pas bien en compte, du moins à mon sens, pas assez bien en compte le changement d'usage des sols. On prend bien en compte l'occupation des sols, parce que c'est l'usage des sols, en fait. On prend bien en compte le fait que ce soit une culture et pas une forêt. Par contre, on ne prend pas en compte le fait que ce soit passé d'une forêt à une culture. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une autre limite du modèle, ouais.
pour laquelle j'ai tout ça, et on en revient sur la dimension temporelle en fait. On en revient sur la dimension temporelle avec cette idée de changement d'utilisation des terres, donc de passer d'une utilisation forêt à une utilisation culture. Faut retracer un peu l'historique. En gros, il faut prendre la date à un temps antérieur pour comparer avec la date au temps qu'on observe aujourd'hui. Et voilà. En conclusion, donc l'affichage environnemental, est-ce qu'il sera aussi peu ou plus efficace que le Nutri-Score? J'ai absolument pas répondu à cette question, mais vous savez mieux de quoi il s'agit. La certification des produits, elle permet effectivement d'avoir un impact significativement moindre de certains labels sur certains critères environnementaux, comme le bio sur les émissions gaz à effet de serre ou sur la biodiversité, le comté sur la biodiversité également à l'hectare. Ces impacts moindres, c'est grâce aux contraintes spécifiques des cahiers des charges, donc qui imposent d'avoir plus de prairies, qui imposent de ne pas utiliser certains produits phytosanitaires. Cependant, souvent, ces contraintes spécifiques, elles amènent à des rendements moindres, ce qui réduisent du coup les hectares d'impact à la tonne de produits. Là, je vous ai présenté deux politiques environnementales informationnelles. Il y aurait peut-être également d'autres politiques publiques à mettre à jour pour essayer de modifier nos systèmes alimentaires et de réduire leur impact sur l'environnement. Avec par exemple une réforme de la PAC, ou bien des idées qui émergent également, ce serait payer les agriculteurs qui ont beaucoup de prairies, qui ont beaucoup de haies, qui ont ce qu'on appelle des infrastructures agroécologiques. Ça déjà un petit peu. Les paiements pour services environnementaux. Oui, ça commence à se faire, ça se développe, et c'est une idée qui prend de l'ampleur. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les paiements de services environnementaux, c'est pas la politique agricole commune qui les finance. Et la majeure partie de l'argent, c'est la PAC. C'est 9 milliards d'euros en France. Et les paiements pour services environnementaux, on parle de quel % des aides de la PAC vont à 20% Voilà. des exploitations. Et donc les paiements pour services environnementaux, on parle de quelques centaines de millions d'euros, 400 millions. En fait, le bras de levier, il n'est pas pour l'instant là-dedans, quoi. Alors, s'il faudrait modifier effectivement la répartition des aides en termes de valeur monétaire, il faut s'attaquer au lobby de la FNSE. Là, ça change tout de suite de ce qu'il faut. Moi, j'ai une question sur le label, justement. Parce que les certifications, il y a des nouvelles certifications qui ont été proposées, notamment le HVE, haute valeur environnementale, décrié effectivement par le bio, en disant que ça va déconsidérer les labels, et notamment parce que ça n'a pas cette haute valeur environnementale qui est annoncée. Donc finalement, là, quand on parle de certification, est-ce qu'il y a un classement des différents labels qui est proposé à travers cette étude-là ou pas en fait? Alors, nous, moi, je vous ai déjà montré un petit peu l'impact à l'hectare. Le bio, c'est celui qui a le moins d'impact à l'hectare. Ensuite, il y a le comté. Ensuite, il y a le conventionnel. C'est les seuls qu'on a trouvés avec une différence significative du conventionnel parce que notre méthode ne nous permet pas de comparer tous les labels différents. Il y a Christian, j'ai oublié ça, qui travaille sur une autre méthode qui, elle, part des cahiers des charges directement, plutôt que de partir des données. Lui, il part des cahiers des charges pour calculer un impact potentiel, du coup. Contrairement à nous qui calculons un impact effectif. Et du coup, lui, comme il part d'un impact potentiel, il part du cahier des charges, donc dès qu'il a un cahier des charges, il peut appliquer ses méthodes. Que moi, il faut un certain nombre d'observations pour avoir une robustesse statistique. Et du coup, Christian, lui, effectivement, a pu... on peut retrouver son nom, ça va me revenir. C'est que je l'appelle rarement par son nom. Il a trouvé, du coup, un classement des labels. Et du coup, on retrouve le bio comme étant avec le moindre impact sur la biodiversité. Le comté également, qui aurait un impact moindre sur la biodiversité. Déméter aurait encore moins d'impact que le bio sur la biodiversité. Je ne sais pas si vous connaissez Déméter, c'est encore plus restrictif. Plus exigeant. Ouais. Et il y a le HVE,
le HVE, moi, je vais avoir du mal à le prendre comme tel. Et c'est d'ailleurs compliqué de le prendre comme tel parce que la spécificité du HVE, c'est qu'on peut choisir ses contraintes. C'est-à-dire qu'il y a toute une liste de contraintes et que l'agriculteur en choisit 10 et il peut mettre HVE sur son produit. Donc, Christian, ce qu'il a fait, c'est de prendre le scénario le moins contraignant. Il a pris 10 des contraintes les moins contraignantes et il a regardé ce que ça pouvait faire comme impact potentiel sur la biodiversité. Et c'est en dessous du conventionnel, mais c'est un petit peu en dessous du conventionnel. C'est un petit peu moins impactant que le conventionnel, Ouais. c'est ça. Ouais. Mais c'est bien loin du bio et surtout parce qu'il a pris le moins bien disant, le moins disant. Mais surtout, moi, ce qui me dérange dans ce label, c'est ce côté on choisit à la carte. Donc, ça peut inciter d'un côté des agriculteurs qui ne voudraient pas avoir trop de contraintes d'un coup. Ça peut les inciter à appliquer du coup un petit truc en plus. Voilà. Par contre, j'ai peur que ça perde complètement les consommateurs et qu'on ne sache plus vraiment. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas haute valeur environnementale, il se dit ouais, c'est super. Ouais. C'est bien vendu. Et ouais, c'est bien vendu. Et on voit fleurir aussi toutes sortes de mentions, zéro résidu de pesticides. Ça vaut quoi, ça? Alors ça, je ne sais pas trop. Je sais qu'en plus, il y a souvent des petites études, enfin des petits, il y a, je vois un exemple de tomates où il y avait marqué un logo avec zéro résidu de pesticides, et si on lit en tout petit, il y a marqué de la fleur à l'assiette. Donc c'est-à-dire qu'avant, ils n'ont pas regardé avant, quoi. Et du coup, j'imagine, j'espère du moins que s'ils peuvent afficher ça sur leur emballage, c'est qu'il y a eu au moins un contrôle des résidus de pesticides. Mais ça, je me souviens J'avais un pas. reportage télévisé là-dessus. Alors, je me souviens plus très bien, mais en gros, on disait que c'était complètement. Bah, C'était un mensonge. Après, le zéro Et c'est- résidu, est-ce que c'est vraiment zéro? Parce que le zéro, même en bio, je Même suis pas en sûr bio, que, ça je suis pas sûr que ça n'existe existe vraiment. Et après, je pense que ça correspond à la réglementation. Et comme les produits, théoriquement, ils doivent être très peu de pesticides pour être vendus, un fruit, une tomate, dans surface, il ne doit pas être plus qu'une certaine norme. Je pense que c'est juste respecte les normes. Mais j'ai pas la connaissance de la soi-disant définition de zéro pesticide. C'est pas possible de zéro. je sais pas. Et c'est pas un label, il n'y a pas un cahier des charges. Enfin, Ouais, il me semble pas que l'affirmation, ce soit quoi. un label. Mm. Donc, c'est juste une mention. C'est Ça, comme. c'est un truc qui a été développé, je crois, par les grandes substances, en fait. Ou par les producteurs qui ont voulu, producteurs de produits conventionnels, qui ont voulu mettre en valeur le fait qu'ils respectent les normes, hein, de pas trop de pesticides dans l'assiette. C'est ça. Et après, je me disais, donc, effectivement, sur la partie impact biodiversité, il y a quelque chose qui n'est pas mesuré actuellement, c'est l'impact des haies, donc l'agroforesterie, tout ça, qui ont un impact, je dirais, sur la partie effet de lisière, avec une biodiversité importante et tout ça, plus les insectes qui vont permettre de jouer l'écosystème. Est-ce que ça peut être rentré dans un modèle de ce type-là, sachant que c'est pas un truc comptabilisé? Ça le sera le mois prochain. Donc, le mois prochain, donc, je travaille avec un collègue qui a des compétences en SIGE. Ouais, SIG, Système d'information. Système d'information géographique. Et du coup, qui me calcule pour toutes les exploitations que j'ai la quantité, la densité de haies, la diversité culturelle, donc c'est-à-dire combien de cultures par ferme, et la taille moyenne des parcelles. Parce qu'on sait que plus les parcelles sont petites, plus ça favorise la biodiversité aussi. Mais là, quand tu parles t'as un échantillon de départ, ou est-ce que c'est à l'échelle de la ferme France, ce type de calcul, quoi? Ah, c'est sur plus de 6200 exploitations en France. On sera une moyenne de un certain nombre d'exploitations. Non, c'est fait à l'exploitation. À l'exploitation, oui. Mais tes données, Oui. là, c'est des données globales, là. Non. Non, à l'exploitation. Ah oui, ce que j'ai pas précisé là, j'ai une petite diapo où je vous montre, parce qu'en fait, ce sont des données confidentielles, parce que je peux identifier les agriculteurs. Donc, pour pouvoir accéder à ces données, j'ai dû aller m'enregistrer au Centre du secret statistique à Paris pour donner mes empreintes, mon nom, tout ça.
Et du coup, ils m'ont donné une petite carte avec un code. Et du coup, j'ai un petit boîtier à côté de J'ai la chance, il est à côté de mon ordinateur, parce qu'il y en a pour qui c'est dans un autre bureau. Enfin bref. Moi, j'ai un petit boîtier à côté de mon ordinateur sur lequel je peux rentrer ma carte, mon empreinte, qui me connecte au serveur protégé à Paris pour pouvoir accéder. Dans ton analyse, quand tu compares les labels et leur impact environnemental, Oui, tu fais ça de manière macro. Tu prends effectivement des échantillons sur 6200 ferme. fermes, qui représentent 6200 sur 400 000, c'est ça? Oui. Donc c'est un échantillon, et donc dessus basé sur des données réelles. Par contre, effectivement, quand on va faire l'analyse derrière sur par exemple, la présence de haies, ça sera sur cet échantillon-là, et donc ça sera, on espère, la représentativité de cet échantillon. C'est ça. J'ai 6200 fermes. Ah, je pensais que tu les avais toutes, tu m'avais. Non, Non. pas toutes. Alors, je les ai toutes dans le recensement agricole. J'ai accès au recensement agricole. Donc, Ça, ouais, ok. j'ai, si je veux, les 400 000 exploitations, mais je n'ai pas toutes les données pour ces 400 000 Ah. exploitations. Toutes les données dont j'ai besoin pour faire mon estimation d'impact sur la Ok. biodiversité sont dans un autre jeu de données, Ah, qui est le réseau d'information comptable agricole, et qui, lui, ne contient que, c'est déjà beaucoup, plus de 7300 fermes. Si j'enlève celles qui ont mal rempli leurs données, et tout ça, je fais un peu de nettoyage, il m'en reste plus de 6200. Ah, d'accord, ok. Pour chacune de ces 6200 fermes, j'aurai la densité de haies, j'aurai Ok. la taille moyenne des parcelles. Voilà, pour chacune de ces 6200 fermes. Donc, ça, on est travaille sur un échantillonnage. Ok, ouais. Ouais. Et le RICA, donc le réseau d'information comptable agricole, est construit pour être représentatif à l'échelle nationale. Et il y a un autre facteur, là, il y a la politique européenne qui a voulu créer un passeport sol en fait, pour mesurer la qualité des sols. Finalement, ça ne s'est pas fait comme un passeport où, entre guillemets, on devait garantir une augmentation de la qualité des sols au fur et à mesure que les exploitants passaient la main. Mais plus, il y a une obligation d'évaluation de la qualité des sols qui doit être mise en place dans les 5 ans, bref. Et donc, en fait, ça va être un nouvel indicateur qui va être normalement numérique, on va dire, j'imagine. En fait, il est censé être évalué et tout ça. Peut-être que ça, c'est un indicateur qui pourra aussi entrer à terme dans le système des données qui sont employées, je sais pas. Alors, si c'est un indicateur unique de qualité des sols, déjà, j'ai envie de dire waouh! C'est pas dans le faire, mais il y a quelque chose qui est prévu en tout cas sur l'évaluation. Non, mais ok, je suis pas au courant de ça. Mais ok. Mais s'ils arrivent à mettre un indicateur de qualité des sols, oui, je pourrais prendre ça en compte dans un modèle, oui. Le problème, c'est le directive sol. En fait, c'est un truc qui est sorti il y a, je sais pas, il y a 6 mois, en fait. Ok. Mais c'est pas très ambitieux. Il est sorti au final. Oui, oui, en fait, mais c'est pas ambitieux dans la version qui est sortie. Ah, En fait, c'est pour ça que j'ai. à cause des élections européennes, ils n'ont pas voulu traîner le dossier pour après les élections parce qu'ils ne savaient pas ce qu'allait partir comme Parlement, qui serait encore plus, entre guillemets, négatif pour l'aspect environnemental. Donc, ils ont dit on va bloquer le sujet avant les élections. Donc, ils ont pris un modus vivendi qui était Ok. acceptable dans l'état des fonctions en présence, quoi. Ah, je savais pas. Directive sol qui est sorti il y a 6 mois, c'est ça? Oui, l'ordre de grandeur, hein, c'est peut-être même plus récent, mais Je vais regarder. Il parle d'un indicateur. En tout cas, il faut savoir que ces estimations d'impact environnemental à partir de données comptables et de statistiques publiques, c'est quelque chose qui a énormément de potentiel. C'est vraiment quelque chose qui va être développé à l'avenir. Savoir que le réseau d'information comptable agricole que j'ai utilisé, qui est français, donc 7300 exploitations à l'échelle de la France, il existe à l'échelle européenne. C'est plus de 80 000 exploitations à l'échelle européenne. Et ils sont en train de refonder toute leur prise de données pour changer. Ce ne sera plus le réseau d'information comptable agricole, ce sera le réseau d'information de soutenabilité agricole. Donc, c'est vraiment dans la perspective de pouvoir faire de l'évaluation environnementale à partir des données. Et quand on commence à travailler sur des échantillons européens avec plus de 80 000 fermes, là, ça commence à être... Enfin, c'est déjà intéressant sur l'échantillon français de 7300 fermes, mais 80 000 fermes à l'échelle européenne, ouais, là, ça commence à faire de la donnée. J'avais une... Pardon, vous m'entendez? Tout à fait. Ouais. Oui, j'avais juste une petite question. Quand on oppose les labels avec donc d'un côté les bio, d'un côté j'ai vu les SICO, donc les sigles de qualité, et le conventionnel, je voulais savoir ce qu'il y avait derrière conventionnel précisément. Je travaille un petit peu autour des pratiques agricoles et je voulais savoir quelle était la définition qui était donnée dans le cadre de ta thèse. Alors, c'est pas ma thèse, j'ai déjà Pardon. soutenu une thèse.
Une, ça suffit. Bon, Euh, pardon, pas de dans le souci. cadre de l'étude. Ouais, ok. Ouais. Et du coup, ce qu'on appelle conventionnel, c'est toutes les fermes qui n'ont aucun sigle d'information de la qualité ou de l'origine. Donc, toutes D'accord. ceux qui Du ne coup, sont ni SICO, ni AB, enfin AB, c'est SICO aussi. Donc, voilà, toutes celles qui n'ont aucun SICO. et donc ça, c'est critiquable? Vous avez déjà, réfléchi à ce qu'il y avait derrière, comme limite de mettre, une vraie séparation, c'est assez clivant, je trouve, de réduire, enfin, il y a beaucoup de pratiques agricoles qui ne sont pas, sous signe, de qualité, qui n'ont pas de label, pas de cahier des charges et qui pourtant se sentent pas du tout concernés par, l'appellation, agriculture conventionnelle. Mhm. Vous pensez par exemple à l'agriculture de conservation des sols ou des choses comme Tout à ça? fait, ouais, les techniques culturelles simplifiées, il y a même, l'agriculture raisonnée, enfin il y en a plusieurs, Mm, mm, mm. Bah, non, mais effectivement, c'était un petit débat lexical que j'ai eu Mmh. avec l'une de mes encadrantes. Enfin, j'ai deux encadrants principaux. Et du coup, on n'était pas tout à fait d'accord sur le fait de dire conventionnel ou non labellisé. Oui, Enfin, OK, déjà, par exemple. Voilà. Après, on est parti pour, on va dire, une fluidité du langage, on a bien choisi sûr. conventionnel, mais effectivement, c'est une définition qui peut être mise en question. On pourrait simplement de parler de non labellisé, Oui, qui serait peut-être moins stigmatisant pour oui, toutes les exploitations qui n'ont pas de SICO et qui pourtant appliquent des pratiques qui sont mieux disantes que la moyenne pour la biodiversité ou pour les émissions de gaz à effet de serre. Et surtout, moi, ce que je regarde quand même, c'est donc toutes les exploitations labellisées. Dans le lot, il y en a sûrement qui font de l'agriculture de conservation des sols. Il y tout en à a fait. sûrement qui font de la gestion de la santé des plantes raisonnée. Mais sur toutes les exploitations non labellisées que j'ai, je ne suis pas certaine qu'elles représentent une part significative dans notre. Certes. Non, mais en fait, ce que je me disais derrière ma question, c'est, quelle est la cible ou quel est l'objectif d'une telle étude? Et Mhm. si l'objectif mais du coup, là, c'est vraiment, une hypothèse. Si l'objectif, c'est d'essayer de faire, changer les pratiques de ceux qui ont un impact considérable sur l'environnement, peut-être qu'il faut, veiller et se questionner sur l'importance de la sémantique et du coup, prendre des pincettes en disant juste labellisé d'un côté, non labellisé de l'autre. On rentre dans le détail du labellisé, mais afin d'embarquer les gens parce que je crois que là toutes les personnes qu'on est au Lierre et peut-être les personnes à qui sont destinés les résultats de cette étude, si on veut les embarquer, effectivement, faut pas les stigmatiser. Donc peut-être que les mots ont toute leur importance alors que ça peut sembler anecdotique, finalement le fait de pas stigmatiser, voilà, j'ai appris dans mes études à ne plus employer conventionnel dans la mesure du possible pour essayer de vraiment décrire les diversités de réalités auxquelles on fait face. Mais voilà, Ok. je voulais pas embêter, le Non, sujet non, ce mais soir. c'est c'est très intéressant comme remarque parce que, enfin, vraiment, c'est vraiment une discussion qu'on a eue tous les trois avec mes deux encadrants. Et donc, c'était Mmh. vraiment pas un truc tranché net pour lequel on a D'accord. une réponse toute faite. C'était vraiment, on hésitait et c'est plus par, voilà, fluidité. Simplification. Oui, oui. Voilà. Mais effectivement, peut-être que, et ça, d'ailleurs, on l'a précisé, ça par contre, on l'a écrit dans le texte, donc c'est vrai que je ne l'ai pas fait à l'oral, mais de dire que ici, nous appelons conventionnel toutes D'accord. les fermes qui ne sont pas labellisées, qui n'ont aucun Super, label dessus. super. Mais ça me va bien et puis si après il y a des supports de publication, c'est vrai qu'il sera temps de se reposer la question à ce moment-là, Mm, mm, mais mm. merci. Merci à vous. J'ai une petite question, du coup, enfin, c'est pas tout à fait lié, mais est-ce qu'il y a des politiques de financement de labels? Parce que justement, pour continuer sur cette question-là, enfin, moi, je connais pas mal. Quand on va au marché, parfois, il y a des gens qui nous disent, bah, nous, on fait bien, mais le label, ça coûte cher et on a une petite exploitation et on n'a pas les moyens de se payer le label Blo, alors que ça fait 5 ans qu'on est en reconversion. On dit, enfin, après, je sais plus combien d'années c'est, enfin, ils ont bien fait la reconversion, etc. Et du coup, je me demandais, est-ce que, enfin, c'est prévu, enfin, est-ce qu'il y a dans les tuyaux des politiques pour aider, parce que ça permettrait de faire aussi la différenciation. Et justement, si vous mettez en place un enfin, pas du coup un Nutri-Score, un éco-score qui va discriminer et en donnant un bonus au label, ça peut être mal vu justement pour les agriculteurs qui, eux,
respectent le cahier des charges mais n'ont pas les moyens d'avoir le label et du coup qui vont être pénalisés par l'éco-score, alors que même, justement, si on faisait une mesure à la ferme, ce qu'on peut bien évidemment pas faire, ou dans le champ, on aurait une valeur qui serait bonne. Alors, on peut faire une mesure de biodiversité au champ, ça se fait. C'est juste qu'on ne peut pas le faire sur beaucoup de fermes. Non, mais sans ça, mais ce serait pas fait dans le cas de l'éco-score, donc du coup, ils Non. pourront pas, enfin voilà, c'est difficile pour eux. Donc, de ce que j'ai... Donc, il y a une personne qui est en charge de l'affichage environnemental du ministère qui est venue nous expliquer un petit peu mieux comment ça allait se passer. Et donc, il y aura plusieurs estimateurs possibles. C'est-à-dire que si vous pouvez renseigner toutes les données qu'il y a besoin pour faire un calcul très fin de votre éco-score, vous pourrez le faire. Donc, tous ceux qui n'ont pas les moyens de se payer l'agriculture biologique, mais qui trouvent le temps de remplir tout ça sur le site de gouvernement, pourront avoir un éco-score adapté à ce qu'ils déclarent. Et donc, du coup, par exemple, est-ce qu'il y aurait la possibilité, du coup, dans les différents indicateurs qui vont permettre de calculer l'éco-score final, s'ils ont des pratiques, enfin, justement, des mesures à la ferme qui ont été faites, mais forcément insuffisantes pour avoir la labellisation, ce qui pourrait rentrer, par exemple, les résultats, je sais pas, il y a un cabinet d'évaluation qui a pris telle mesure. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait rentrer en compte? Alors, pas les mesures in situ. Ok, Je pense d'accord, pas. ça Ce sera bien. plus, non. Je pense que ce sera plus des mesures comme je les ai utilisées des données comptables. Parce que c'est plus facile à vérifier des données comptables parce que tu as une facture et que c'est ton comptable qui t'a validé ta donnée. Donc, On fait l'éco-score, c'est validé par un comptable grosso modo. Peut-être, hein, je sais pas. bah, après, je vous dis, c'est pas encore tout à fait défini. Il y avait plusieurs pistes en fait de niveau de données à renseigner pour avoir l'éco-score et le fait d'octroyer des bonus au bio, par exemple, ce sera dans les niveaux où les gens les agriculteurs ne renseigneront aucune donnée, juste ils auront le label, bah, ils auront un bonus. Voilà. Après, il y aura différents niveaux de finesse pour remplir les données et calculer son éco-score. Et pour répondre à ta question initiale, il me semble qu'elle était sur le financement de la certification. Je sais que par exemple, fut un temps, il y avait des aides de conversion en bio qui ont diminué, voire qui ont disparu. Après, je ne connais pas. Il me semble qu'il existe des initiatives associatives pour financer, pour permettre aux agriculteurs voilà, de leur payer leur certification bio. Et effectivement, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne peuvent pas se le permettre. Après, une certification bio, il me semble que c'est entre 3 et 5 000 euros. Et que ça permet quand même de se dégager des marges bien plus importantes sur la vente de ces produits derrière. Donc, c'est un investissement que tout le monde ne peut pas se permettre, mais c'est un investissement qui est rentable. Et après, voilà. Donc, peut-être qu'effectivement, on pourrait remettre ou augmenter les aides de conversion en bio pour permettre aux agriculteurs de fournir cet investissement, en fait, qui est l'achat de la certification. Et du coup, juste pour revenir sur l'aspect mesure in situ, tu dis que les données que toi tu as sont vérifiées par le comptable, mais des mesures in situ, ça pourrait être vérifié, ça pourrait être fait par un laboratoire qui serait parce que je pense à ça parce que dans le cadre du ZAN et de la sobriété foncière, de plus en plus se pose la question de la qualité des sols, notamment pour savoir où on va construire, ou où il est vraiment stupide d'aller construire, si on peut le formuler ainsi. Et il y a beaucoup de personnes, et notamment côté urbaniste, etc., qui sont en train de proposer, de réfléchir à des mesures plus systématiques, notamment sur la mise en vente d'un terrain, ce genre de choses. Donc, par exemple, si un agriculteur ne sait pas, en fin de retraite, etc., ne sait pas s'il veut reprendre ou pas, en fait, il pourrait, dans sa mise en vente, avoir déjà des mesures de sol qui sont faites, et si jamais c'est repris, quelqu'un pas. Du coup, ça pourrait augmenter le nombre de mesures in situ qui vont être prises dans les sols, et donc du coup fournir une forme de données qui pourrait potentiellement de manière intéressée et stratégique être réutilisée dans des éco-sorts, sachant que c'est encore une fois fait par des entreprises. Ça n'avantagerait pas les agriculteurs qui ont enrichi la qualité de leur sol, puisqu'ils pourraient plus le vendre comme terrain à bâtir, et c'est là que ça se vend plus cher, ou non? Mais c'est peut-être une bonne chose. Oui, non, mais ça fait pas de chose. Donc, ça fait pousser les gens à avoir une mauvaise qualité de sol, qui sont en périphérie. Je me mets à la place de l'agriculteur qui veut vendre ses terres pour faire son capital. Ça dépend à quel point, il en sera empêché peut-être. Après ça peut aussi enfin,
censé être un système foncier global qui est en réflexion par pas mal d'acteurs, mais qui pourrait s'accompagner potentiellement d'une forme de compensation. Après, il y a un truc dans la discussion de départ sur la directive sol. L'objectif, c'était de réaugmenter la qualité des sols. En fait, le sol peut avoir une note mauvaise en termes de qualité, mais il a un potentiel de remise en état. À peu près tous les sols, sauf ceux qui vont être pollués, par exemple, par de la chimie, ou c'est des polluants éternels. Là, à part faire de la remédiation ou avec des produits chimiques ou mettre sous couvert pendant certaines années, ça peut durer des plombs. Donc, effectivement, je pense que si on partait sur ce critère de qualité du sol, il ne faut pas s'arrêter à la qualité au temps X, puisque la remédiation, d'un sol, ça peut augmenter, quoi. Et pour les sols, c'est d'autant plus facile que les mesures in situ sont très faciles. Contrairement à compter les oiseaux, compter les arthropodes, c'est beaucoup plus compliqué. Pour faire une mesure de qualité du sol, tu fais une carotte et tu fais une carotte à plusieurs endroits si tu veux être un petit peu exhaustif. Et voilà, et c'est beaucoup plus facile. Et les mesures in situ ne sont pas moins fiables que les données comptables, hein. C'est juste qu'elles sont moins généralisables. Théoriquement, maintenant, avec comment dire, ce début d'idée de passeport sol, donc de qualifier la qualité des sols, en fait, on va avoir une généralisation, je pense, effectivement, du suivi in situ des sols en France et en Europe. Ça va être des données qui vont arriver en masse, à mon avis, et qui vont peut-être me dire qu'on est en mauvais état, d'ailleurs. C'est l'objectif aussi d'avoir une indication de l'état zéro, quoi, dans l'état actuel. Et voilà. Je pense que ça peut être avec des données qui vont arriver au système, hein. Mais c'est que des sols et c'est pas la biodiversité en général. Donc ça, c'est qu'une dimension, en fait. Après, les sols, en fait, quand on regarde la masse de vie d'éléments vivants dans le sol, il y a 2 fois ou 3 fois la masse de poids que ce qui est au-dessus. Mais c'est que des micro-organismes et on les sent pas, on les voit pas. Et pourtant, ils sont en quantité et en qualité beaucoup plus biodivers que ce qui se passe au-dessus, quoi. Ils sont plus biodivers, il y a plus de biomasse dans le sol. Après, elle est beaucoup plus résiliente. C'est-à-dire que la biodiversité qui est vraiment en danger, la biodiversité qu'on va perdre et qu'on ne retrouvera pas, c'est des oiseaux, c'est des insectes. La biodiversité du sol, elle est très résiliente. On peut l'amocher, mais elle va recouvrer son état, pas forcément initial, mais elle aura une capacité à se restaurer quelque part. C'est plus facile, effectivement, s'il y a plus de micro-organismes qui sont capables de se régénérer par semis, entre guillemets, qu'un pot d'oiseau, ça ne s'aime pas, vous n'aimez pas les. C'est ça. Et peut-être de continuer la discussion. Juste pour finir, dans les questions que j'avais posées, en fait, c'est qu'en fait, donc là, la perspective va être comparée différents labels, notamment par le comté apparaît comme pas trop mal. Et en fait, aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est sur la zone comté, en fait, on a des mauvaises qualités de rivière, parce qu'en fait, le comté peut être, entre guillemets, plus bénéfique, entre guillemets, qu'une structure conventionnelle, mais à partir du moment où on a un taux de surcharge par rapport à l'épuisement des ressources, donc là l'épuisement des ressources, c'est qu'on a peu d'eau, et donc une concentration en éléments organiques liés au lisier qui va se retrouver dans l'eau trop chargée. Donc en fait, c'est pas ces mesures-là se valent pour comparaison, mais par contre, c'est pas forcément pour ça que c'est toujours adapté à la quantité ou à la disponibilité des ressources, ou en tout cas à l'acceptabilité du milieu. Voilà, c'est juste que je vais mettre en parallèle ça. Mais non, mais tout à fait. Et là, en plus de on parlait tout à l'heure de la dimension temporelle, et là, on parle du coup de la dimension spatiale, en fait, puisque un élevage compté en lui-même, il a moins d'impact qu'un élevage conventionnel, sauf que dans toute la région, c'est une concentration d'élevage au même endroit. Et donc, voilà, c'est ça. Donc, si on prend effectivement en moyenne, les élevages comptés ont moins d'impact que les conventionnels, sauf qu'ils sont tous au même endroit. Et du coup, forcément, comme tu le dis, en plus avec la diminution du débit des rivières, notamment la Loue, par exemple, eh bien, on arrive à une concentration d'élevage dans une rivière qui est elle-même plus concentrée. Donc, les éléments organiques à l'intérieur sont plus concentrés parce qu'il y a moins d'eau. Donc, on arrive à dépasser des seuils de beaucoup au niveau des quantités de nitrates. Et en fait, c'est là où en fait, le système des labels, des chiffres et tout ça, c'est super intéressant parce que ça permet quand même de quantifier et d'aller vers un système vertueux. Comme par exemple, le label aujourd'hui compté, se vend très bien, donc c'est pas qu'ils sont riches et pour produire plus et qu'ils veulent produire plus, avec un service, ils sont bien un plafond, mais le plafond est assez élevé. En tout cas, il est plus élevé que la capacité du milieu de réception. Donc en fait, on peut aussi avoir des effets pervers d'augmenter encore l'appétence économique sur un système qui est déjà en bout de limite
par rapport au milieu ambiant. Et en fait, ça peut être pas géré par les éco-scores, mais juste par une réglementation locale, de préfectorat, autre chose. Et en fait, c'est un outil, mais il faut pas, ça sera un outil miracle, quoi. Et, Donc, et clairement, les autorisations préfectorales, il y en a un très bon exemple, c'est la directive nitrate, par exemple, qui a été. Alors, je ne sais pas exactement si c'est préfectoral d'ailleurs. non, Enfin, il y a- c'est là. c'est la- Européen, Enfin, ouais. Enfin, il y a la directive nitrate qui a été appliquée notamment à cause des algues vertes on va pas en Bretagne, où du coup, les agriculteurs n'avaient pas le droit de prendre tant. Enfin, ils avaient un maximum de kilos d'azote à épandre dans leur champ. Mais ça reste encore aujourd'hui une réglementation qui n'est pas efficace parce qu'elle n'est pas assez forte. En fait, aujourd'hui, les impacts sur les algues vertes ne sont pas encore mesurables parce qu'en fait, il faudrait réduire à des niveaux en fait, beaucoup plus importants. Et c'est là où c'est un problème politique entre ce qu'on met comme règle et ce qu'on est acceptable. Et ça se... Après, on n'a pas retrouvé des crises comme il y avait eu avant l'application de cette directive. Il y a eu, Oui, donc ça s'est amélioré notamment pour la qualité de l'eau potable, parce qu'on Mm. est parti en dessous de 50 mg par litre dans pas mal de captages, et ils ont fermé d'autres captages aussi, donc ce qui peut modifier. Les captages qui sont trop pollués disparaissent de la carte, donc ça peut jouer. Et après, il y a tout ce qui est l'impact sur les algues vertes, qui lui n'est pas aujourd'hui mesurable vraiment. Enfin, je caricature, mais parce qu'en fait, on a la difficulté que ça va être baissé vraiment d'un seuil beaucoup plus important, donc remettre en cause le système économique breton, qui est basé sur l'élevage intensif à l'échelle du territoire. Voilà, comme... Et on en revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. En gros, il faut manger moins de viande, moins de cochon, moins de. Ou alors, En fait, peut-être c'est par le consommateur qu'on pourrait peut-être ou de la viande qui n'est pas en système, pas en système intensif, pas en système d'élevage où ils ne sortent pas, quoi. Donc finalement, si tout le monde passe sur les systèmes effectivement qui sont plus herbagés, Ah, mais on ne pourra pas Et- produire autant de cochons. Hein. mais ça, c'est pas grave en fait. Mais il faudra mieux qu'ils produisent les moins de gens cochons mangent de moins manière de qualité. viande. Oui, oui, ça tout à Il faut fait. que les gens mangent moins de viande, mais de meilleure qualité, pour qu'on améliore l'ensemble du système. Oui, Et peut-être que du coup, cet affichage de score peut contribuer à ça. bah, j'espère que ça aura un impact sur les consommateurs et j'espère que ça aura aussi un impact sur les producteurs. Et le bien-être animal, il n'est pas pris en Non, compte. on n'est pas pris en compte, non, parce que c'est pas considéré comme un impact environnemental. C'est pas considéré comme de la biodiversité. Bah, pour le coup, comme je vous l'ai montré, il y a des. Enfin, Après, il y a j'ai lu un énormément article dans de- Sciences et Avenir où il disait qu'on va pouvoir produire de la viande en laboratoire. Ah ouais. Un autre sujet de notre débat. Ouais. Merci.